recevra une table ronde animée par Anas Sarlouni autour du thème « Droit et migration, le grand décryptage ». Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs Lefort, avocate en droit des étrangers et ancienne juriste pour France Terre d'Asile, ainsi que Maya Lino, avocate à la Cour nationale du droit d'asile, et enfin Didier Lesky, directeur de l'OFII, Office français de l'intégration et de l'immigration, ancien chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur et écrivain, et enfin l'animateur Anas Sarlouni. Merci de bien les accueillir. Oui, bon, je pense que la chaise est un peu loin, on va la rapprocher. Pas de souci. Donc, bonjour à tous, salam alaikum. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de ce thème-là. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi, donc, comme cela a été présenté, M. Lesky, qui est aujourd'hui le directeur de l'OFII, Madame Lefort, ainsi que Madame Lino. Et donc avocate, Madame Lefort, ancienne juriste pour France Terre d'Asile, Madame Lino est avocate des droits des étrangers, et Madame Lino, avocate donc également à la Cour nationale du droit d'asile. Donc on parle beaucoup de migrants, de crise migratoire. Ce sont des thématiques qui font peur pour une certaine partie de la population. Ce sont des thématiques qu'on utilise aussi pour susciter aussi bien le bien chez les Français ainsi que le mal. Ça fait ressortir le meilleur de nous-mêmes et le pire. J'aimerais bien tout d'abord vous laisser, vous trois, intervenir, de vous présenter rapidement et faire votre introduction donc, de 5 minutes. Peut-être commencer par Monsieur Lesky. Donc, allez-y. Bonjour. Voilà, moi donc actuellement je dirige l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui fait 3 choses. L'accueil des personnes qui ont un droit au séjour parce qu'elles ont essentiellement des liens familiaux avec des personnes qui sont ici en France. Vous savez que l'année dernière, en 2017, il y a 260 000 nouveaux titres de séjour qui ont été donnés à des personnes qui, pour une majorité d'entre elles, venaient des pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, dans le cadre du regroupement familial en particulier. C'est l'OFII qui organise les cours de français pour les personnes qui arrivent en fonction de leur niveau. Et vous savez que c'est un débat qui est actuellement au sein du gouvernement pour savoir si les 200 heures qui sont aujourd'hui proposées par l'OFII sont suffisantes ou pas. Un parlementaire qui s'appelle Aurélien Taché a proposé qu'on passe à 400, si ce n'est à 600 heures. Je pense que ça sera une décision gouvernementale dans les prochaines semaines. C'est l'OFII qui aussi organise ce qu'on appelle les conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et là, c'est un rapport directement avec votre thème qui est celui de la crise migratoire. L'OFII, dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, fait 2 choses. Le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, qui est versée à toute personne ou à toute famille qui arrive en France et qui a un dossier en cours d'instruction auprès de l'OFPRA. Aujourd'hui, la dépense moyenne de l'allocation est de 340 € par mois. C'est une dépense mensuelle aux alentours de 30 millions pour l'ensemble des personnes qui sont actuellement en instance de procédure. Actuellement, il y a 120 000 personnes, 122 000 personnes qui relèvent de l'allocation pour demandeurs d'asile. Et dans le cadre des conditions matérielles d'accueil, c'est l'OFII qui gère le parc d'hébergement. Le parc d'hébergement, il est aujourd'hui de 84 000 places. Il était de 44 000 places en 2012. Et vous voyez la progression importante ces 5 dernières années qui a un rapport avec la pression migratoire. C'est un établissement public qui est opérateur du ministère de l'Intérieur et qui a des antennes territoriales, 31, et qui a à peu près 1 millier d'agents. Beaucoup d'entre vous doivent connaître à la fois l'OFII, parce que c'est au cœur de la procédure de regroupement familial, mais historiquement, l'OFII est l'héritière de l'OMI, l'Office des migrations internationales, qui, à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a en particulier organisé la venue en France de travailleurs dans le cadre de la reconstruction du pays après-guerre. Merci beaucoup. Peut-être, Madame Lefort, pouvez-vous nous parler de toutes les tendances migratoires, de la réalité en fait concrète par rapport à tout ça?
Alors, je pense peut-être pour tout le monde, bonjour Maya Lino, avocate à la Cour nationale du droit d'asile, je pense que peut-être pour tout le monde, il faut dire ce que c'est qu'un migrant et savoir qui il est et pourquoi, et ce terme, un peu définir les termes. Parce qu'un migrant, c'est une personne qui va quitter son pays et franchir une frontière. Et c'est pour ça qu'on parle... Et on parle aujourd'hui beaucoup de crise migratoire, c'est-à-dire que des personnes qui ont franchi leurs frontières de leur pays d'origine arrivent en Europe. Alors, sur juste le franchissement de la frontière, il faut aussi être au fait et de savoir que la crise véritable qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, c'est une crise des déplacés internes. C'est-à-dire que, en raison de conflits, de catastrophes climatiques et autres, les personnes de certains pays vont se déplacer au sein du pays. On connaît très bien le cas syrien. Le cas syrien, c'est 4 millions de personnes qui ont quitté la Syrie pour aller se réfugier dans des pays voisins ou aller jusqu'en Europe. Toujours sur le cas syrien, les déplacés internes, ceux qui restent en Syrie, il y en a 7 millions. Donc, je pense qu'il est important aussi de donner des définitions et de comprendre dans quoi elles s'inscrivent. Donc le migrant, c'est une personne qui par choix, par contrainte ou par nécessité va quitter son pays et va essayer de trouver sécurité ou autre dans un autre pays. Lorsque le migrant va arriver en France, il va devenir soit demandeur d'asile parce qu'il va réussir à déposer son dossier de demande d'asile, soit il va devenir dubliné. Dubliné, et en fait je pense que Anaïs Lefort peut parler, en tout cas il peut définir le terme du dubliné, c'est un migrant qui arrive en Europe et qui voit ses empreintes enregistrées dans un pays frontalier, généralement l'Italie, la Hongrie, la Grèce, et qui, en France, tente de déposer sa demande d'asile, mais se voit contraint d'être renvoyé dans le premier pays passé par l'Europe, en tout cas le premier pays qu'il a traversé, et donc renvoyé dans un autre pays. Et Maître Lefort va vous expliquer ce que ça implique. Le demandeur d'asile peut ensuite devenir réfugié, c'est le terme réfugié, c'est-à-dire reconnu par la France comme ayant des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en fonction de sa race, entre guillemets, sa nationalité, sa religion, son groupe social. Par exemple, l'appartenance au groupe social des femmes victimes d'excision, par exemple, ou ses opinions politiques. Et enfin, vous avez le protégé. Donc ça, c'est toujours protégé par la France, mais c'est pas statut de réfugié, c'est une autre protection qu'on appelle la protection subsidiaire. C'est une personne qui est reconnue, dont on reconnaît un risque de peine de mort, de mauvais traitement ou de conflit armé généralisé en cas de retour dans son pays d'origine. Donc vous voyez que migrant, ça veut rien dire au final. On n'a pas seulement des migrants, mais on a des demandeurs d'asile, des dublinés, des réfugiés et des protégés. Donc il faut faire attention de bien voir quel terme on utilise. Peut-être pour le Dublin. D'accord. Ok. Alors juste sur cette crise migratoire, parce qu'il faut comprendre en fait que c'est un terme qui est énormément utilisé aujourd'hui dans les médias, et de savoir si on est face à une crise migratoire. Déjà, la première chose, cette crise migratoire vis-à-vis de l'Europe, on n'a pas de mécanisme de comptage. Donc on ne peut pas savoir précisément combien de personnes arrivent sur le territoire européen, combien arrivent à demander l'asile, combien sont dublinés, donc renvoyés depuis la France vers l'Italie, la Grèce ou la Hongrie, etc. C'est quelque chose qui reste assez compliqué, mais néanmoins on sait que la migration mondiale représente que 3% de la population mondiale. Donc on n'est absolument pas sur quelque chose qui serait une crise terrible, et d'autant plus que cette migration mondiale, ces 3%, se concentre en fait sur les pays en provenance des pays du Sud vers les pays du Sud. Et on voit des pays comme le Liban, par exemple, par rapport à la crise syrienne, qui accueille plus de 1 million de Syriens sur son territoire, alors que le Liban ne comprend que 4 millions d'habitants. Ou on voit le Pakistan, qui accueille sur son sol, ou le Bangladesh, la quasi-totalité, en tout cas, de nos migrants à nous, c'est-à-dire nos demandeurs d'asile ou nos dublinés, sur leur territoire, à l'échelle d'un seul pays. Donc, à mon sens, cette crise, c'est pas une crise qui vise l'Europe, mais c'est une crise mondiale. Et aujourd'hui, c'est un échec, en tout cas, de la politique et du système d'asile européen, puisqu'on compte 510 millions d'habitants en Europe. Et je pense que pour 2017, on a eu 650 000 arrivants. Je pense qu'on peut arriver aujourd'hui à
les accueillir, à instruire véritablement leur demande d'asile et que c'est pas un chiffre c'est pas une invasion loin de là par rapport au nombre par habitant. Juste pour vous donner aussi une idée et en terminer ainsi, un demandeur d'asile, c'est par rapport à la densité par habitant. Nous en France, on a un demandeur d'asile pour 1000 habitants. En Grèce, ils sont à 5 pour 1000 habitants et en Allemagne, ils sont à 9 pour 1000. Donc en plus, la France, dans le cadre européen, on n'a pas beaucoup de nouveaux arrivants. Et en plus, sur l'échelle du monde, c'est rien du tout. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu en ordre ces différents concepts et également ma position sur la crise migratoire. Merci, Maître. Il n'en est pas une, mais peut-être que Anaïs Lefort peut continuer sur les différentes politiques migratoires. Bonjour à tous. Moi, j'ai fait le choix, puisque le thème de la table ronde est assez large, j'ai fait le choix absolument partial de vous parler de 3 sujets liés à mon expérience et à ce que je constate aujourd'hui dans la politique migratoire et dans les grandes tendances migratoires. Ces 3 sujets sont interconnectés, bien sûr, mais sont très différents, donc je serai assez rapide et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir des échanges sur ces sujets. Le premier, c'est ce que vous disait Maya, c'est ce qu'on appelle le Dublin. C'était assez méconnu, ou en tous les cas assez peu usité il y a encore 2 ans. Et comme vous l'expliquez Maya, c'est un système en fait européen qui a été créé déjà il y a un certain nombre d'années et qui concrètement dit quel État va être responsable pour étudier la demande d'asile d'une personne qui arrive sur le territoire des États européens. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je souhaitais vous en parler, c'est une utilisation massive du règlement Dublin. Et donc aujourd'hui, toutes les personnes qui arrivent sur les frontières extérieures, puisque évidemment, quand on arrive d'Afghanistan, du Soudan, etc., on arrive rarement par la Suède ou par l'Angleterre. Donc on arrive concrètement par les Balkans, par l'Italie, par la Grèce ou encore par l'Espagne. Et donc aujourd'hui, le système de Dublin fait que la personne qui arrive en France, en Suède ou en Norvège, mais qui aura eu ses empreintes enregistrées lors d'un passage de frontière ou en débarquant d'un bateau en Italie, eh bien, se verra dans l'obligation de retourner dans le pays où elle a ses empreintes pour voir sa demande d'asile instruite. Donc aujourd'hui en France, on a énormément de personnes qui ne peuvent pas faire leur demande d'asile en France puisque l'État considère qu'elles doivent retourner. Voilà, aujourd'hui c'est principalement en Italie, également en Allemagne, en Pologne, et donc concrètement les personnes ne peuvent pas faire leur demande d'asile en France. Je reparlerai des Dublin à l'occasion de mon point sur la rétention, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'aujourd'hui, et vous le constatez aussi peut-être si vous êtes autour de Paris, il y a beaucoup de campements qui se créent parce que c'est aussi des gens qui ont des difficultés particulières pour accéder aux conditions matérielles. On pourra peut-être échanger là-dessus avec Lofi. Il est très difficile pour eux concrètement d'avoir des conditions de matériel qui leur garantit d'avoir un logement et qui les protège éventuellement contre un éloignement. Mon deuxième point, c'est sur les mineurs, puisque depuis quelques années, enfin c'est un phénomène assez récent, depuis une dizaine d'années, mais qui augmente, on va dire, depuis environ 2 ans. Nous avons sur le territoire des États européens de plus en plus de mineurs isolés étrangers. Alors, qui sont-ils ? Donc ce sont des mineurs qui sont isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de membres de leur famille avec eux, et qui sont donc étrangers. Ils viennent en France, en Europe, et donc vous le savez, quand nous sommes en France, que l'on soit un enfant étranger ou un enfant français, si l'on n'a pas de parents ou si l'on est maltraité dans le cas des enfants français, l'État français doit nous prendre en charge au titre de notre minorité. Et donc aujourd'hui, on a un phénomène vraiment grandissant, une arrivée plus importante de jeunes, de mineurs, principalement entre 15 et 17 ans, mais de plus en plus, nous voyons des jeunes vraiment très jeunes, 11 ans, 12 ans, qui arrivent seuls sur le territoire. Et aujourd'hui, et moi je suis extrêmement critique évidemment des conditions d'accueil de ces jeunes, puisque aujourd'hui, comment ça se passe quand on est un mineur et qu'on arrive et qu'on veut être pris en charge par l'État français ? On passe par une procédure d'évaluation qui a été déléguée à des associations comme France Terre d'Asile. Et concrètement, le jeune va subir un entretien d'environ 20 minutes où une personne formée pendant 2 jours à ce que c'est l'évaluation d'un mineur devra déterminer si la personne à qui elle pose des questions pendant 20 minutes est mineure ou non.
sachant que, vous le comprenez, quand on vient d'Afghanistan, de Guinée ou autre, on n'arrive pas toujours, on n'arrive même jamais avec son passeport ou avec un acte de naissance ou avec une carte d'identité. Donc il est très très difficile pour ces jeunes d'établir par des documents leur minorité. Donc on passe par une évaluation sociale, voire des tests osseux qui sont absolument pas fiables pour déterminer ou non leur minorité. Ensuite, quand ils ne sont pas pris en charge, ils sont remis à la rue. Et ceux qui sont pris en charge, et là aussi je suis très critique, beaucoup sont laissés, n'ont pas une prise en charge adaptée à leurs conditions de mineurs et à leur vulnérabilité en tant que mineurs étrangers. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui sont laissés à l'hôtel sans accompagnement éducatif, et on a encore malheureusement des drames qui se passent régulièrement. Pour n'en citer qu'un seul, il y a environ 1 ou 2 semaines, on a retrouvé dans la Seine un jeune qui s'est suicidé. Alors qu'il avait fait déjà plusieurs tentatives de suicide, mais malheureusement à chaque sortie de l'hôpital psychiatrique, n'ayant aucun suivi éducatif, il se retrouvait à l'hôtel seul et il a fini par mettre fin à ses jours. Voilà. Et pourtant lui avait pu effectivement être reconnu mineur. Donc il y a aussi tous ceux qui sont laissés à la rue et qui ne sont pas reconnus mineurs. Pour vous donner un exemple, j'en avais encore un ce matin à mon cabinet, qui a pourtant une carte d'identité de mineur qui a été authentifiée vraie, mais il avait aussi un acte de naissance qu'on lui a donné, et là il a été authentifié faux. Donc on se base sur ce faux document pour dire que tout ce qu'il va dire après va être faux. Et donc il est remis à la rue en 24 heures. Voilà pour les mineurs, et je terminerai par un dernier point sur le sujet de la rétention. Donc moi j'ai travaillé en tant que juriste dans des centres de rétention. Je pense que la plupart de vous, vous avez à peu près tous connaissance peut-être de ce que c'est qu'un centre de rétention. En gros, c'est un centre fermé qui ressemble de très près à une prison qui ne dit pas son nom, où l'on enferme des étrangers en situation irrégulière, mais également des demandeurs d'asile en procédure Dublin, comme je vous l'ai expliqué, qu'on enferme dans ces centres pour les renvoyer dans le pays, soit de nationalité, soit le pays où ils devraient faire leur demande d'asile. La rétention, aujourd'hui, c'est un outil massif de politique migratoire en France, qui est beaucoup plus utilisé que dans les autres pays européens. Aujourd'hui, la durée, elle est de 45 jours maximum, mais nous avons en ce moment un projet de loi qui est en discussion et qui va aggraver de manière vraiment dramatique les conditions de rétention, puisque nous passons d'un délai de 45 jours à un délai maximum d'environ 130 jours. Sachant que la rétention, c'est prouvé par des chiffres, est inutile au-delà d'un certain délai, puisque parfois il est impossible de renvoyer les gens. Et donc là, on va utiliser vraiment massivement la rétention en allongeant sa durée et en enfermant massivement, et notamment les personnes en procédure Dublin qui sont donc en demande d'asile, ce qui est d'autant plus difficile à comprendre pour ces personnes puisqu'ils ont l'impression d'être considérés comme criminels. On leur passe les menottes à chaque fois qu'ils vont au tribunal, à chaque fois que la police les interpelle à la préfecture ou autre et les ramène au centre de rétention, ils sont menottés. Donc en fait, c'est systématiquement un discours que moi j'entendais tous les jours quand j'étais dans le centre de rétention, c'est de dire pourquoi on m'enferme, je ne suis pas criminel, je viens d'un pays en guerre, je veux demander l'asile, pourquoi on doit m'enfermer pendant des jours, des semaines, je n'ai rien fait de mal. Voilà. C'était les 3 points que j'avais envie d'aborder avec vous, donc je pense qu'on peut avoir des échanges là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Leski, j'ai vu que ça a beaucoup parlé de la partie plus avocate, la partie plus défense de ces personnes. Ça a parlé aussi de votre office. Donc, comment pouvez-vous répondre à tout ça ? Je pense qu'il faut... D'abord, il faut dire que la France reste un pays particulièrement accueillant par rapport à l'ensemble des pays d'Europe. Et qu'aujourd'hui, la situation spécifique de la France, c'est que il y a à peu près entre 2 et 3 millions de personnes qui sont rentrées en Europe ces 4 dernières années. Et une partie de ces personnes qui sont rentrées en Europe ont été déboutées de l'asile dans ces différents pays d'Europe. Il ne faut jamais oublier que quand on dit par exemple qu'il y a 2 millions de personnes qui sont rentrées en Allemagne, ce n'est pas 2 millions de personnes accueillies en Allemagne. L'Allemagne a examiné 1,5 million de dossiers de demande d'asile. Elle a débouté 500 000 personnes de la demande d'asile. Et la France se trouve donc dans une situation où, après coup,
elle est impactée par la pression migratoire qui s'est faite ces dernières années. Et c'est effectivement ce qu'on est en train de voir. Pourquoi la France est impactée après coup? Parce qu'on a un système européen qui n'est pas harmonisé. Et je vais vous l'illustrer en chiffres et en même temps vous verrez en quoi la France reste un pays particulièrement accueillant par rapport à d'autres pays d'Europe. En Allemagne, un demandeur d'asile qui est afghan et qui souhaite la protection de réfugiés n'aura une réponse positive qu'une fois sur 2. En France, les demandeurs d'asile afghans ont une réponse positive qui est de l'ordre de 8 à 9 fois sur 10. Les Afghans qui sont déboutés en Allemagne, aujourd'hui, et en particulier ces jeunes hommes, puisque c'est essentiellement une demande masculine, ils cherchent ce qu'on appelle un pays de rebond, et ils arrivent en France, où globalement on a une législation, tant du point de vue de la reconduite, et j'y reviendrai, que du point de vue des prestations sociales, que du point de vue du système global social, reste meilleur que par rapport à ce qui peut exister dans d'autres pays, et qui pourtant apparaissent pour ces migrants comme des Eldorado possibles. On ne peut pas comprendre ce qui se passe à Calais si on n'a pas en tête que les personnes qui veulent absolument passer en Angleterre veulent passer dans un pays où il n'y a pas d'inspection du travail, où les contrôles par rapport au travail au noir sont particulièrement bas et où le taux d'exploitation des migrants est particulièrement élevé. Et en même temps, ils veulent absolument y passer parce qu'ils ont ce sentiment qu'ils pourront accéder à une autre situation économique. Je prends l'exemple de la Suède, où on a des contrats de travail faits pour des réfugiés et même pour des demandeurs d'asile qui sont en deçà des conventions collectives, c'est-à-dire moins protecteurs que pour les personnes résidentes en Suède. Je prends par exemple l'Allemagne, où on a inventé des contrats particuliers qui sont inférieurs à ce qu'on pourrait appeler le salaire minimum, sachant qu'on est dans un pays où le salaire minimum n'existe pas. On pourrait rajouter le fait que la France autorise le rapprochement familial pour toutes les personnes qui sont réfugiées immédiatement, alors que dans l'ensemble des pays du Nord et en Allemagne, on est en train de reculer la possibilité pour les personnes d'accéder à un rapprochement familial dès lors qu'elles ont le statut de réfugié. Et donc je dis que la France reste particulièrement accueillant. On le voit, par exemple, en ce qui concerne l'allocation pour demandeurs d'asile. J'en ai parlé tout à l'heure, puisqu'on a un certain nombre de pays où on n'a jamais d'allocation pour demandeurs d'asile versée en numéraire, mais simplement versée en nature. Je prends sur la question de la reconduite, où là on a aujourd'hui une discussion qui est en cours avec le projet de loi. La France propose de passer le temps de rétention, comme on dit, de 45 à 90 jours. Il est en moyenne de 18 mois en Allemagne, il est illimité en Angleterre. On voit bien la différence. Si on mesurait la capacité d'accueil et l'ouverture d'un pays à la durée de rétention, la France fait partie des pays les plus accueillants sans discussion possible. Je me permets d'intervenir puisque évidemment la durée est à prendre en compte, mais quand je parle d'utilisation massive, c'est aussi justement pour nous différencier des pays européens qui n'utilisent pas la rétention de manière massive. Donc en effet, en Allemagne, ce sont des durées plus longues, en effet en Angleterre également. Ce sont également des centres beaucoup plus adaptés, puisque certaines personnes placées en rétention en France nous racontent comment ça se passe dans les autres pays. Ce sont des centres où ils se sentent mieux puisqu'ils ont des activités, c'est plus grand, ils ont plus d'autonomie, alors qu'en rétention, ils ne peuvent absolument rien faire, ils peuvent même pas se faire à manger, ils ont même pas le droit d'avoir leur téléphone dès lors qu'il y a un appareil photo dessus, donc autant dire qu'ils ne peuvent jamais avoir leur téléphone. Donc il faut aussi regarder ça, et il faut aussi regarder le chiffre de rétention, le nombre de personnes que l'on enferme. Si vous regardez les chiffres européens, la France est le pays où l'on enferme le plus, avec une durée de rétention plus courte certes, mais où l'on enferme le plus. Donc les chiffres aujourd'hui, en comptant donc métropole et hors métropole, on est à 50 000 personnes. Vous ne retrouverez jamais ces chiffres en Allemagne ou en Angleterre. Donc je trouve que c'est toujours un argument donné par le gouvernement et donné par ceux qui... Vous avez le droit d'avoir votre point de vue, je vais continuer. La France, c'est 14 000 reconduites l'année dernière, en 2017, reconduites forcées. L'Angleterre, c'est 30 000. L'Allemagne, c'est un peu plus de 30 000. La France est un des pays d'Europe qui reconduit le moins de manière forcée de l'autre côté de sa frontière. Il faudrait y rajouter que dans ces 14 000,
on a beaucoup de personnes qui sont reconduites et qui viennent de l'Est de l'Europe. La dernière chose, c'est qui demande l'asile en France et pourquoi il y a sur 100 000 personnes qui ont demandé l'asile en France en 2017, simplement 43 000 qui l'ont obtenu. C'est lié au type de personnes qui veulent absolument venir en France par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Le fait qu'il y ait si peu de demandes d'asile en France n'est pas lié au fait que la France mettrait à sa frontière des personnes pour empêcher de rentrer. Elle est liée à la perspective que chaque migrant fait, au calcul qu'il fait par rapport à au devenir possible qu'il estime dans telle ou telle société. Les personnes d'origine syrienne, par exemple, sont très peu présentes en France. Il y a très peu de demandes d'asile syrienne en France. Pourquoi ? Parce que les Syriens vont prioritairement dans les pays d'Europe du Nord, en Allemagne et en Autriche, là où en plus, historiquement, il y avait une communauté syrienne. La difficulté qu'il y a actuellement sur la pression migratoire qui est en France, c'est qu'en fait, une grande partie de la demande d'asile qui arrive en France, elle est soit venant d'Europe de l'Est, Géorgie, Ukraine, Albanie, 20% des Albanais, 20% des personnes qui sont aujourd'hui dans le dispositif national d'accueil hébergées viennent d'Albanie. Le deuxième grand groupe, c'est les personnes qui viennent du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. On a là des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir un visa, par exemple, des personnes qui viennent d'Algérie. L'Algérie, c'est l'année dernière 440 000 visas donnés par la France, mais c'est en même temps des milliers de jeunes Algériens en particulier qui veulent absolument venir en France hors visa, et une fois qu'ils arrivent ici, déposent une demande d'asile. Alors si juste, je peux me permettre juste de rebondir là-dessus. Je vais essayer de terminer parce que par exemple, en Italie aujourd'hui, la première nationalité qui arrive sur les côtes italiennes, ce sont des Tunisiens. Et la perspective qu'ont ces jeunes Tunisiens, pour des raisons aussi liées de langue, c'est de venir absolument en France. Le troisième groupe, c'est effectivement l'Afghanistan et le Soudan, avec la difficulté que nous avons, qui est, comme vous dites, Dublin, mais Dublin en soi, ça ne veut rien dire. Les personnes qui sont déboutées en Allemagne sont des Dublins. Elles viennent en France parce qu'elles savent que si elles arrivent à se maintenir sur le territoire français 18 mois, elles pourront redemander l'asile en France, et elles ont beaucoup plus de chances de l'obtenir qu'elles ne l'avaient en Allemagne. Et c'est là la difficulté européenne, c'est qu'on voit bien que l'absence d'harmonisation des politiques européennes fait aujourd'hui que la crise arrive pays par pays, dans une absence en réalité de mécanismes solidaires contraignants, et ce qui fait aussi que sur les 27 pays, il n'y a que 3 ou 4 pays d'Europe qui supportent et qui s'engagent dans l'accueil effectif de ceux qui sont rentrés dans le territoire européen. Bien. Merci Didier Lesky. Donc, alors juste pour rebondir, c'est vrai que quand on a pour le coup des chiffres sur les demandes d'asile par nationalité, et l'OFPRA, donc l'Office française de protection des réfugiés et des apatrides, qui est l'administration française qui va instruire toutes les demandes d'asile, émet en fait chaque année un rapport d'activité. Donc c'est faux. Le premier pays de demande de nationalité selon le rapport d'activité de l'OFPRA, c'est l'Afghanistan, donc un pays en guerre. Le deuxième, c'est le Soudan. Le troisième, l'Albanie. Le quatrième, la Syrie. Et le Maghreb n'apparaît pas, en tout cas, dans la demande d'asile de zone géographique. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est Afghanistan, Soudan, Algérie, Syrie. Alors, la demande d'asile, nous, les avocats de la Cour nationale du droit d'asile, on est en grève des audiences, c'est-à-dire qu'on refuse de plaider depuis le 13 février. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet de loi asile-immigration qui est en discussion et qui va passer en discussion à l'Assemblée nationale le 4 avril. Et lorsqu'on parle de déboutés d'asile, il faut aussi comprendre comment un demandeur d'asile arrive à obtenir le sésame du statut de réfugié et pourquoi il y a beaucoup de déboutés à tort qui sont déboutés par l'administration et par la Cour nationale du droit d'asile, parce que c'est un parcours du combattant, c'est extrêmement compliqué. Et pour vous expliquer juste, si je peux me permettre,
comment se passe? Le demandeur d'asile a réussi à déposer son dossier de demande d'asile. Il va d'abord être convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a un entretien d'1 heure en moyenne. Il a 1 heure avec interprète pour démontrer que son parcours est vrai, qu'il a des craintes en cas de retour. Et cette démonstration, elle est très compliquée quand, en plus, et on voit vraiment 2 types de demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile qui ont une assistance par l'Office, c'est-à-dire qui sont hébergés, qui ont une assistante sociale, qui ont eu accès à des interprètes pour leur expliquer l'enjeu de l'entretien à l'OFPRA, et d'autres qui, eux, et énormément, ils sont très nombreux, à la rue, sans assistante sociale, sans interprète, qui ne comprennent pas l'enjeu en fait de ce premier entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui, en plus, et on le sait, les demandeurs d'asile qui viennent la plupart du temps les plus vulnérables, c'est-à-dire par la mer, par la terre, qui ont vécu des traumatismes, et ça a été vraiment médiatisé sur la Libye, et il y en a énormément qui ont été torturés, qui arrivent avec des stress post-traumatiques terribles et qui sont en décompensation et qui doivent en plus faire face à un officier de protection qui a en moyenne une 30aine d'années, qui a 1 heure, qui en a fait déjà 2 le matin et qui doit y aller à la chaîne et qui doit raconter à ce moment-là sans suivi psychiatrique, etc., à nouveau repasser sur des phases de torture, de viol. On sait que c'est compliqué et c'est très difficile. Il y en a beaucoup qui ratent ce coche-là et ensuite passent devant les juges de la Cour nationale du droit d'asile. Il faut savoir que ce projet de loi, pourquoi on est en grève contre ce projet de loi? Parce qu'il préconise un certain nombre de mesures innovantes dont, vous avez compris, l'entretien à l'OFPRA est indispensable. Maintenant, on convoquait à l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception. Aujourd'hui, le gouvernement veut les convoquer par SMS ou par email. C'est affligeant de se dire face à une population aussi vulnérable, on va utiliser des moyens électroniques et informatiques qui ne sont pas, en tout cas, dont on comprend c'est pas faisable d'être sûr qu'un demandeur d'asile a reçu sa convocation. Pareil pour la décision de l'OFPRA, ça sera envoyé aussi, on propose par SMS, par email. Et vous savez que la décision de l'OFPRA ouvre droit un recours pour saisir la Cour. Donc si le demandeur d'asile ne reçoit pas sa décision négative, il peut pas saisir la Cour nationale du droit d'asile et donc il sera débouté. Et ils font partie de ces gens qui n'ont pas réussi à saisir la Cour nationale du droit d'asile et être déboutés. Je sais qu'on n'a plus que 3 minutes, mais juste pour vous dire également que le gouvernement prévoit de réduire aussi le délai de recours pour saisir le juge de l'asile. Il est normalement de 1 mois et maintenant il va passer à 15 jours. Et cela, c'est pour créer des déboutés supplémentaires, des personnes qui n'ont pas réussi à saisir le juge de l'asile et qui pourtant ont de véritables craintes en cas de leur retour dans leur pays. Donc c'est important aussi d'émettre un avis critique sur comment on instruit les demandes d'asile et pourquoi il y a autant de déboutés alors que ces personnes ont des craintes de persécution pour leur vie, pour leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays. Merci. Il reste très peu de temps. On a reçu plusieurs questions par SMS dont une partie ont été répondues à travers vos échanges. Ce que j'aimerais maintenant, c'est si vous pouviez faire une conclusion assez rapide. Et en même temps, une question qui n'a pas été répondue, c'est est-ce que la religion est un critère pour le droit d'asile et en quoi ça influence en fait, une personne qu'on lui accorde le droit d'asile ou pas? Je pense que vous avez des exemples assez concrets qu'on nous sort. Alors c'est pas un critère, mais ça fait partie de la Convention de Genève, c'est-à-dire que la Convention de Genève protège toute personne qui craint par rapport à sa religion. Donc on a les changements de religion, les conversions, ou une minorité religieuse. Les grands mouvements, voilà. On a vu les Rohingyas religieuses, ça va être concrètement par exemple les pays musulmans où être chrétien implique de subir des persécutions, donc notamment l'Iran. Il y a également les Coptes d'Égypte. Voilà, il y a quelques. Donc pour conclure, je vous laisse faire le tour, s'il vous plaît. Pour conclure, moi je suis personnellement assez inquiète de la politique européenne et française que l'on voit
pointer le bout de son nez et voilà, quand j'entends dire que la France, en comparaison à d'autres pays, est quand même exemplaire ou en tous les cas meilleure que les autres, moi j'ai la tendance à essayer de voir le mieux plutôt que de comparer à ce qui se fait de pire, puisque en Union européenne, oui, nous avons la Hongrie, nous avons la Pologne, des États profondément racistes avec des politiques migratoires absolument catastrophiques. Moi j'aimais beaucoup d'inquiétude et j'espère que vous, en tant que citoyens, vous serez attentifs à ça et notamment dans vos votes, puisque c'est aussi ça qui est important. Exactement. Moi, je pense que l'échec de cette politique doit être faite au niveau évidemment européen et pas uniquement au niveau de la France. Pour moi, c'est un vrai échec qui propose des gagnants. Les grands gagnants, ce sont ceux qui construisent la forteresse européenne, à savoir les agences Frontex qui sont aux portes de l'Europe et qui représentent aujourd'hui 300 millions d'euros de budget. Les entreprises privées qui permettent de protéger notre Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul bateau en mer Méditerranée, SOS Méditerranée, qui sauve les migrants en mer. Et les réseaux de passeurs sont aussi les grands gagnants qui utilisent en tout cas ce trop-plein de sécurité pour passer dans les failles et augmentent leur prix pour le passage. Et les grands perdants, c'est nous, le contribuable européen, puisqu'on perd énormément d'argent dans ces politiques, en tout cas de fermeture européenne. Et évidemment, les grands perdants sont les migrants. On a 3000 morts recensés en Méditerranée cette année. En 2015, il y en avait plus de 5000. Fermer nos frontières, pour moi, au-delà du drame que cela peut entraîner, ça alimente l'insécurité du monde, puisque la migration est un facteur de développement des pays du Sud et donc de stabilité. Merci. Monsieur Leski. Oui, moi je voudrais faire appel à d'abord remercier Musulmans de France pour aborder ce type de questions. Je pense qu'il y a un enjeu important pour les musulmans de France à s'investir sur la question de l'accueil et en même temps de montrer qu'à partir de sa foi, comme il y a un islam social qui peut participer, comme le font d'autres courants religieux en France, à l'effort d'accueil qui est soutenu par l'État. Mais je crois que c'est une démonstration essentielle et qui peut être en plus d'un intérêt extrêmement utile pour les administrations comme pour l'OFI, parce que bien évidemment on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de pays musulmans, on l'a parlé de Syriens en particulier, mais d'autres personnes. Je crois que la capacité que vous pourrez avoir de montrer que à partir de votre foi vous êtes capable d'accueillir tout le monde, d'aider à cet accueil, comme le font par exemple les églises, les paroisses, etc. Je crois que c'est une démonstration qui participera ici d'une très belle construction de la République. Merci beaucoup. Merci Anaïs Lefort, merci Maya Lino et merci Didier Leski pour cette intervention. Et merci à tous pour votre écoute. Merci encore à nos invités.